Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 5 juin. Plus de 40 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont 4 journalistes au 80e jour de la reprise de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Échange de vœux entre le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue tunisien Kais Saïed à l'occasion de Eid al-Adha. Plus d'1,5 million de musulmans affluent ce jeudi vers le mont Arafat, près de la Mecque, en Arabie Saoudite, étape la plus importante du Hajj. Crise politique en France. Plusieurs personnalités politiques françaises pointent l'obsession du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau de vouloir s'attirer l'électorat de l'extrême droite en vue de la prochaine élection présidentielle en favorisant un climat de racisme anti-musulman. Et puis sport football, l'Algérie vient de s'imposer à domicile de 2-0 face au Rwanda en amical. Bonsoir à tous. Au moins 40 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés au 80e jour de la reprise par l'entité sioniste de son agression génocidaire contre la bande de Gaza. Depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes s'est alourdi à 54 677 martyrs et 125 530 blessés. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 70 martyrs et 189 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Les forces de l'entité sioniste ont commis de nombreux massacres ce jeudi, notamment dans la ville de Gaza, où la population a été témoin de scènes chaotiques, notamment après qu'une frappe aérienne de l'entité sioniste a ciblé une route très fréquentée de la ville. L'hôpital Al-Ma'madani dans la ville de Gaza, justement, a aussi été la cible de bombardements de l'entité sioniste. De nombreux Palestiniens y ont été tués, dont 4 journalistes travaillant pour différents médias. La persévérance des journalistes palestiniens est bien présente et continue de rapporter la vérité qui touche tous les Palestiniens, des plus jeunes aux plus âgés. Ce mécanisme, cette politique de l'occupation israélienne vise les Palestiniens, jette naturellement une ombre sur le journalisme dans son ensemble. La peur a désormais véritablement commencé à s'installer parmi les journalistes. À cet endroit, plusieurs collègues journalistes effectuaient leur travail de terrain à l'hôpital El Ahli Al Arabi. Le drone israélien les a soudainement attaqués. 3 d'entre eux sont morts en martyrs au moment de cet entretien, sans compter les nombreux martyrs parmi les passants. Plusieurs collègues journalistes présents en permanence ont été blessés. Les forces d'occupation israéliennes multiplient les attaques contre nous, journalistes, pour nous empêcher de faire notre travail. Nous avons été choqués par le veto américain au Conseil de sécurité qui était en phase avec l'occupation israélienne et a empêché l'adoption d'une résolution visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Nous payons le prix de toutes ces mesures, d'abord en tant que Palestiniens, puis en tant que journalistes. Et d'ailleurs, le bureau des médias à Gaza a annoncé ce jeudi que le nombre de journalistes tombés en martyrs depuis le 7 octobre 2023 était passé à 225 suite à la mort en martyr de 4 journalistes ce jeudi. Il faut savoir que les journalistes palestiniens sont confrontés à des risques particulièrement élevés lorsqu'ils exercent leur travail au milieu d'attaques terrestres et aériennes sionistes et sont également visés ainsi que leurs familles par les tirs de l'armée de l'occupation sioniste. Plus de 130 médias et organisations de défense des journalistes ont demandé ce jeudi à l'entité sioniste l'accès immédiat et sans restriction de la presse internationale à la bande de Gaza, soulignant que depuis 20 mois, les autorités de l'occupation sioniste refusent aux journalistes hors de Gaza l'accès indépendant au territoire palestinien, une situation sans précédent dans l'histoire contemporaine des conflits armés.
Et ces développements interviennent alors que le Conseil de sécurité a échoué hier à adopter un projet de résolution en faveur d'un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent dans la bande de Gaza. Après un veto américain, seuls des 15 membres du Conseil à avoir voté contre. L'Algérie, par la voix de son représentant, a appelé à faire tomber le bouclier de l'impunité dont jouit l'entité sioniste. Eman Marad. Abstentions. Mercredi 4 juin 2025, les États-Unis ont une nouvelle fois opposé leur veto au Conseil de sécurité de l'ONU à une résolution soutenue par les 14 membres appelant à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel à Gaza. C'est le 5e veto que Washington impose depuis l'escalade du génocide sioniste en octobre 2023. Cet énième veto a suscité de vives réactions à l'échelle mondiale. L'Algérie, co-sponsor de la résolution, a exprimé sa déception face à cette décision. L'ambassadeur Ammar Benjama a souligné que ce veto entrave les efforts internationaux pour mettre fin à la souffrance des civils palestiniens à Gaza. Il a également appelé à une action collective pour garantir un accès humanitaire sans entrave à la protection des populations civiles. Du fait du veto est un miroir. Un miroir qui reflète un multilatéralisme agonisant et l'urgente nécessité de lui redonner vie. Aujourd'hui, les membres élus du Conseil de sécurité ont adopté une position de clarté et de conviction. Ces membres élus sont aujourd'hui les porte-étendards fiers de la légitimité morale, la véritable boussole de la conscience humaine, de la conscience du monde. Ammar Benjama est revenu sur le drame de la famille An-Najjar qui finalement résume à lui seul le drame que vivent tous les Gazaouis. La mère, dont le nom est maintenant imprimé dans les blessures de toute âme palestinienne. 9 de ses 10 enfants ont péri, non pas sous le coup du sort, mais sous les tirs délibérés de l'armée d'occupation israélienne. J'ai alors posé une question. Si son mari, Hamdi, se réveille, que lui dira-t-elle? Aujourd'hui, nous le savons. Il ne reparlera jamais, il ne pourra plus jamais entendre quoi que ce soit. Il est parti. Le docteur Hamdi a succombé à ses blessures dimanche dernier. Dans ce contexte de paralysie infinie du Conseil, l'ambassadeur palestinien à l'ONU Riyad Mansour a appelé toutes les capitales à agir, annonçant qu'il allait se tourner vers l'Assemblée générale pour un nouveau vote. Chaque pays a l'obligation d'agir maintenant, agir de manière décisive, agir pour mettre un terme à l'impunité, agir pour mettre un terme aux atrocités, agir pour l'humanité. Ce veto américain souligne d'une part les divisions persistantes au sein du Conseil de sécurité de l'ONU concernant la situation à Gaza, mais surtout, il met l'accent sur l'octroi des Américains d'une carte blanche à l'entité sioniste pour continuer de tuer en toute impunité avec leur complicité. Mais fait constater est que ce veto isole les États-Unis dans son soutien aveugle à l'entité sioniste. Ce 5e échec du Conseil de sécurité à adopter un projet de résolution en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza a été largement dénoncé par la communauté internationale, y voyant un feu vert pour l'entité sioniste de poursuivre en toute impunité son génocide à Gaza. Tinhinan Makassi. En effet, c'est par une main levée en signe de refus catégorique à une résolution du Conseil de sécurité qui tentait vainement d'arrêter le génocide que subit le peuple palestinien à Gaza depuis octobre 2023 que Washington réaffirme son soutien absolu à l'entité sioniste. Naturellement, le Hamas n'a pas tardé à réagir et à vivement dénoncer le veto opposé par les États-Unis à cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, réclamant donc un cessez-le-feu immédiat et permanent dans la bande de Gaza. En effet, le mouvement de la résistance palestinienne affirme que ce veto est en réalité un feu vert donné à l'entité sioniste pour poursuivre sa guerre d'extermination du peuple palestinien. Par ailleurs, le Hamas accuse Washington de complicité avec l'occupation sioniste et dénonce l'impuissance de l'ONU face au génocide que subit le peuple palestinien à Gaza depuis près de 2 ans. Pour conclure son propos, le Hamas exhorte la communauté internationale à agir en urgence pour mettre fin au génocide et poursuivre les responsables sionistes devant la Cour internationale de justice.
En plus de la résistance palestinienne, la réaction chinoise n'a pas tardé également à se faire entendre. En effet, par la voix de son représentant permanent à l'ONU, la Chine a fustigé le veto américain, dénonçant un abus de pouvoir qui laisse des millions de civils sans secours. Pékin accuse par ailleurs Washington d'entraver la paix et appelle à une action responsable, signalant tout de même. Il est à noter que le texte de la résolution avait recueilli 14 voix sur 15 des membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Même son de cloche du côté de la Malaisie qui a exprimé sa profonde déception après le veto américain, déplorant par la même occasion l'incapacité répétée du Conseil de sécurité à agir face à une tragédie humaine, signalant qu'il s'agit de la plus dévastatrice tragédie depuis la Seconde Guerre mondiale, tout en appelant la communauté internationale à poursuivre ses efforts pour la paix au Moyen-Orient. La Malaisie dénonce. Ainsi, loin d'être isolée, l'entité sioniste bénéficie aujourd'hui d'un soutien diplomatique indéfectible, symbolisé par le veto américain au Conseil de sécurité, alors que le peuple palestinien continue d'être la proie d'une épuration ethnique. Autre réaction sur toute autre chose. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a dénoncé ce jeudi la décision du criminel de guerre Benyamin Netanyahou d'armer des bandes criminelles dans l'enclave palestinienne. Hamas dénonçant une tentative de semer le chaos sécuritaire au sein de la société palestinienne et une manière de détourner les aides humanitaires destinées à la population civile. Le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a souligné ce jeudi que les souffrances de la population de la bande de Gaza étaient inadmissibles et s'aggravaient de jour en jour en raison du blocus humanitaire imposé depuis plus de 3 mois par l'occupant sioniste à ce territoire ravagé par une agression génocidaire. Et une soixantaine de membres du personnel de Médecins sans frontières ont manifesté ce jeudi devant le siège des Nations Unies à Genève contre les graves violations du droit humanitaire et le recours à des sociétés de sécurité privées pour distribuer de la nourriture dans la bande de Gaza. À Gaza, toutes les lignes rouges ont été franchies. Notre population est affamée de force depuis 80 jours. Nous ne parvenons pas à acheminer suffisamment de médicaments, d'eau et de produits de première nécessité. Pire encore, une nouvelle fondation basée ici à Genève et aux États-Unis est composée de mercenaires travaillant main dans la main avec l'armée israélienne. Avec le temps, ils pourraient faire partie de la solution. Mais pour l'instant, leurs 4 premières opérations se sont limitées à des attaques contre des personnes cherchant de l'aide. Je vous disais en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce jeudi un appel téléphonique de son homologue tunisien Kais Saïed qui lui a présenté ses vœux à l'occasion de Eid el-Adha et souhaitant ainsi qu'au peuple algérien davantage de progrès et de prospérité. À son tour, le président algérien a présenté ses vœux à son homologue tunisien, priant le Tout-Puissant de combler le peuple tunisien, frère de bonheur et de bien-être. À cette occasion, les deux présidents ont réaffirmé leur disponibilité à continuer d'œuvrer de concert dans l'intérêt des deux peuples frères, des deux pays et de toute la région. Plus d'1,5 million de musulmans ont afflué ce jeudi vers le mont Arafat, près de la Mecque, en Arabie Saoudite, étape la plus importante du Hajj, un moment très spirituel pour les pèlerins qui continuent de prier pour les Palestiniens qui subissent les massacres de l'entité sioniste à Gaza. Mohamed Wali Ben Shaban. Al-Hajj Arafat, l'un des moments les plus importants pour les pèlerins. Ce matin dès l'aube, les pèlerins vêtus de l'habit blanc Al-Ihram ont convergé vers la colline de Arafat pour accomplir l'étape centrale du pèlerinage du Hajj. Ce moment, considéré comme le point culminant du pèlerinage, marque une journée de ferveur, de recueillement et de prière intense.
C'est un sentiment indescriptible. Gloire à Dieu. C'est comme si des anges couvraient notre corps et nous ne ressentons rien. Nous sentons notre cœur trembler de bonheur, de joie, d'espoir et de certitude que Dieu nous pardonnera et exaucera tous nos souhaits et nos demandes. Face à cette atmosphère, gloire à Dieu. Nous sommes sur la montagne de la miséricorde et c'est comme si la miséricorde était véritablement descendue sur nous. Ce sont des lieux sacrés. Quand on les visite, on a le cœur brisé. On a l'impression d'être dans des lieux sacrés. On ressent une spiritualité profonde. On a l'impression d'être dans des lieux où les prières sont véritablement acceptées. Ô Dieu, pardonne-nous. Ô Dieu, aie pitié de nous. En ce jour sacré, les pèlerins ont élevé leurs prières pour la paix en Palestine et la protection du peuple de Gaza. Dans un élan de solidarité spirituelle, des invocations émues ont été adressées pour les âmes innocentes. اللهم كن لإخواننا في فلسطين اللهم كن لإخواننا في فلسطين اللهم تولى شأنهم اللهم تولى شأنهم اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وآوي طريدهم واجبر كسيرهم. À la tombée de la nuit, les pèlerins se dirigent vers El Muzdalifa, une vallée où ils passeront la nuit et collecteront des cailloux en vue de la lapidation de Satan. Ce rituel prévu pour vendredi, jour de l'Aïd al-Adha, un acte fort en symbole de rejet du mal. Dans l'actualité également, le Gabon a annoncé hier soir entamer une procédure de dénonciation unilatérale des accords de pêche avec l'Union européenne, évoquant un partenariat profondément déséquilibré à renégocier selon le compte-rendu du Conseil des ministres. L'accord de partenariat de pêche durable entre l'Union européenne et le Gabon, renouvelé en 2021 pour une durée de 5 ans pour permettre aux navires européens d'exercer la pêche dans les eaux gabonaises, ne saurait être reconduit en l'état, selon la porte-parole du gouvernement, Laurence Ndong, citant une directive présidentielle. L'ancien président de la Zambie, Edgar Lungu, est décédé ce jeudi dans un hôpital d'Afrique du Sud à l'âge de 68 ans. Lungu était hospitalisé pour un traitement spécialisé dans une clinique de Pretoria, selon son parti politique, le Front patriotique. Près de 29 millions d'habitants de 6 pays du Sahel ont besoin d'une aide humanitaire et de protection. C'est l'avertissement lancé par le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, relevant que des vies étaient en jeu si les humanitaires ne recevaient pas les fonds nécessaires. L'Union africaine s'est dit ce jeudi préoccupée par le possible impact négatif de l'interdiction aux ressortissants de 12 pays, notamment africains, d'entrer aux États-Unis à partir de lundi. Plus tôt dans la journée, le président américain avait en effet annoncé l'interdiction d'entrer sur le territoire américain des ressortissants issus de pays tels que le Yémen, Haïti, le Togo ou encore la Libye. Having to do mostly with rare earth, magnets and some other things. So those reduced trade tariff rates, they remain in effect? Yeah, we have the deal. I mean, we've had a deal. C'est pourquoi je signe aujourd'hui un nouveau décret imposant des restrictions de voyage à des pays comme le Yémen, la Somalie, la Libye et bien d'autres. L'intensité des restrictions que nous appliquons dépend de la gravité de la menace. La liste est susceptible d'être révisée en fonction des améliorations matérielles apportées et de nouveaux pays peuvent également être ajoutés à mesure que des menaces émergent dans le monde.
Plusieurs personnalités politiques françaises ont pointé l'obsession du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, de vouloir s'attirer l'électorat de l'extrême droite en vue de la prochaine élection présidentielle en France, en favorisant un climat de racisme anti-musulman ayant conduit au meurtre de plusieurs personnes, appelant à sa démission pour avoir failli à sa mission de protéger les Français. Dans l'actualité aussi, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a réaffirmé ce jeudi son soutien inconditionnel à la Russie dans tous les domaines, y compris dans la guerre en Ukraine. Selon l'agence centrale de presse nord-coréenne KCNA, Kim Jong-un a renouvelé cet engagement hier à Pyongyang lors d'une rencontre avec le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu. Le dirigeant nord-coréen a également promis de respecter de manière responsable les clauses du traité de défense mutuelle signé entre les deux pays. Allez, parlons sport à présent, je vous en parlais en titre. L'Algérie vient d'enchaîner à domicile une nouvelle victoire en s'imposant 2-0 face au Rwanda en match amical, poursuivant ainsi sa bonne dynamique. On en parle justement ce soir avec vous. Salah Faisal, bonsoir. Bonsoir Abdelkader. Alors, que retenir de la prestation des Verts ce soir ? Aujourd'hui, il faut parler aussi de la victoire, 2-0, c'est très important. Le premier but a été signé Youssef Belaïli à la 28e minute après un centre de Hicham Boudaoui, l'international qui joue à l'OGC Nice. Et le deuxième but, c'était à la deuxième mi-temps et c'était signé Youssef Jouan Hadjam. Et la passe a été délivrée par Youssef Belaïli. 2-0, c'est important, mais il faut pas parler aussi de le moyen d'âge de cette équipe d'Algérie, le 11 rentrant. Donc on parle du 11 rentrant, c'était 28 ans, la moyenne. Et on peut dire que Petkovic, pour ce premier match, je pense qu'il a essayé une stratégie avec des joueurs qu'il connaît, on va dire, beaucoup plus. Ils ont un peu du vécu à la sélection nationale lors du deuxième match qui est programmé le 10 juin en Suède à Stockholm. Je pense qu'il va aligner un autre 11. On va avoir beaucoup plus Gouiri, Amoura et d'autres joueurs. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est Ben Bout qui a gardé les cages de la sélection algérienne. Un match très important face à Rwanda parce qu'on a vu Petkovic déclarer à la chaîne de la FAF que l'objectif principal pour l'entraîneur est de se qualifier en Coupe du Monde 2026. Et quand on voit qu'on a la Guinée et le Botswana au mois de septembre, on connaît un petit peu l'importance de ce test. Par rapport à votre question et la performance, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on n'a pas délivré aussi un très grand match côté performance parce qu'on était beaucoup plus à laisser les schémas tactiques et surtout que Petkovic a envie de connaître bien ses joueurs et se rapprocher beaucoup plus des 11 qui vont participer au match de mois de septembre et surtout à la Coupe d'Afrique des Nations qui vient fin 2025. Cette équipe rwandaise qui est aussi en course pour se qualifier en Coupe du Monde et les prochains matchs au mois de septembre c'est face au Nigeria et notre cher Adel Amrouche, le sélectionneur algérien qui a entraîné 7 sélections dans l'équipe rwandaise qui était auparavant à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire et il dirigeait l'équipe tanzanienne. Aujourd'hui, je pense qu'Adel Amrouche, c'est un grand nom dans le continent africain. Il est en train, et ce qui est bien dans cette équipe et dans ce match entre l'Algérie et le Rwanda, c'est que Adel Amrouche connaît très bien l'équipe d'Algérie, le bloc défensif. Il a bien marché pour l'Algérie parce que nous, on était obligés de faire un test qui ressemble un petit peu plus à aux adversaires qu'on va rencontrer au mois de septembre. Bah écoute, c'est fini, je pense, pour aujourd'hui.
on aura le match très bientôt, le 10 à Stockholm, et on aura plus d'informations. L'information qui est officielle, ce que je donne, c'est que... un match qu'on va suivre d'ailleurs avec vous, Faisal Salah. Ait Nouri, c'est officiel, il sera à Manchester City. Demain, c'est la visite médicale. Il est encore à Constantine, donc demain, il va prendre... Merci en tout cas Faisal Salah pour tous ces détails. Malheureusement, nous n'avons plus le temps pour en parler davantage. Nous allons suivre d'autres matchs avec vous et d'autres victoires, on l'espère, pour l'équipe d'Algérie. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.